RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs du Son des Bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. Bonjour Anne-Marie, comment ça va ? Eh ben ça va Olivier, bonjour à toi, bonjour à tous. On espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes en forme pour commencer 2023 de la plus belle façon. Avec toute l'équipe, on vous souhaite une bonne année. Voilà. Bonne année, bonne BD. Bonne année, bonne BD. Ah, ça rime, ouais, c'est bien. Bravo. Super Françoise. Aujourd'hui avec nous dans le studio, nous avons celui qui n'a pas encore reçu le grand prix du Festival international de la BD d'Angoulême. Non, Comment ça se fait ? mais il a quand même... Depuis longtemps, le grand prix du cœur du son des bulles. Je veux parler de... Charles. Merci, c'est trop d'honneur, vraiment. Je touche combien? C'est le prix Nobel que tu voulais. Oui, c'est le Nobel que je vise. Hein. Ah, c'est le Nobel. Angoulême, c'est gagne petit, hein, franchement. Oui, Des fois, il faut y aller progressivement. oui d'accord, Ouais. ok. Bon. J'accepte. Déjà le Grand Prix du cœur. Voilà. Très bien. Bon. Et puis, nous avons aussi celle qui a eu l'honneur d'être membre du jury au Festival d'Angoulême. Excusez du peu, Francine. Bonjour à tous. Bonjour Francine. Et puis on a celle qui aborde les albums sous des angles inédits et qui nous rappelle que la lecture d'une BD est un plaisir presque charnel. Françoise. Merci. C'est bien ça quand même. Et enfin celui ou ceux, les deux là qui œuvrent discrètement pour que vous puissiez bien nous entendre et bien nous voir et nous voir sur la chaîne YouTube parce que c'est pas que de la radio sur RCN. Je veux parler de Damien et Mathis. Bonjour. Bonjour, Damien. Et aussi qui Mathis. rattrape nos bêtises des fois. Oh, on n'en a pas beaucoup si. Hein, de temps en temps. Et on a un public quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on a un public averti. Jean-Jacques est venu Averti. nous soutenir pour le début de l'année. Et puis Marie-France. Marie-France, voilà. Bienvenue Marie-France. Bienvenue. Et puis, alors, on a un invité exceptionnel qui nous vient tout droit de Villers-les-Nancy pour présenter son dernier album, Écho et Cendres. Yves Poquet, bonjour. Bonjour. Donc, on va Bonjour, Yves. revenir vers vous, Yves. Mais avant, sachez que cette émission sera dédiée aux 50 ans du Festival d'Angoulême, festival qui va se dérouler du 26 au 29 janvier prochain. Enfin, je me suis trompé, j'ai mis 50 ans, mais c'est la 50e édition. Parce que... Oui. Voilà, il y a eu un petit décalage. ouais. Mais c'est à peu près pareil. C'est pareil, oui. Voilà. Donc, on va commencer avec Yves. Bah oui, Quelques on a questions à quelques Yves. questions. Alors, Yves, bienvenue dans cette émission. Merci, Bonjour. merci de m'accueillir. C'est tout un honneur pour nous. Alors, pour te présenter rapidement aux auditrices et aux auditeurs de l'émission, disons que tu exerces le très beau métier d'infirmier, Tout à fait, oui. que tu es également un jeune auteur de bande dessinée. Mhm. Oui, jeune, merci. Un jeune. Oui, Oh, vu la moyenne d'ici, je On crois que- est là pour se faire plaisir aussi. Voilà. Ton univers de la bande dessinée se tourne plutôt vers les mondes étranges, les mondes fantastiques, avec une petite part d'horreur. oui, à peu près, ouais. J'aime bien un peu tout ce qui est un peu étrange ou des choses qui sortent vraiment du commun. C'est là où la création, des fois, ça D'accord. génère le mieux, mais ouais. Ouais, c'est un peu ça. Oui, quoi. voilà. Tu te qualifies d'humble amoureux du crayon. Hein, on a vu ça sur les sites. Ouais, ouais. Tu Oui, es- c'est ça. C'est ça. Tu es édité par l'association des phylactères, association que tu as connue grâce à un certain David Bull, Tout à qu'on fait. connaît un petit peu ici aussi. Oui. Et ton dernier album se nomme Écho et Cendres et raconte l'histoire d'un pirate et d'une fée. Merci Françoise. Alors, notre première question est comment t'es venue cette passion du dessin ? Alors, la passion du dessin, je pense que j'avais ma mère qui était secrétaire et qui avait une tonne de papier. Et plutôt que de m'intéresser plutôt à ce qu'elle faisait, j'allais lui piquer quelques feuilles et puis je recopiais toutes les BD qui me venaient un peu sous la main. Enfin, j'aimais bien ça, quoi. Et puis, je dessinais, je recopiais. Enfin, c'était un moment d'évasion plus qu'autre chose. Et puis, jusqu'en, je sais pas, vers 5e, 4e, je dessinais de manière standard, un peu comme tout le monde, hein. Et puis un jour, Non, pas les non, en tout cas, j'avais pas de talent vraiment plus exacerbé que les autres. C'était simplement que j'aimais simplement ça. Et à partir de là, j'ai pu comprendre que je pouvais créer vraiment des choses à travers le dessin. Plutôt que du recopiage, créer des monstres qui n'existaient pas, créer des mondes, en fait, des histoires.
Et en fait, ça a commencé comme ça. Et par contre, je ne faisais que du crayonné, c'est-à-dire que je ne travaillais qu'au critérium d'ailleurs. Je faisais ni du HB, ni du 2B. Donc, pour d'autres dessinateurs, on m'a toujours dit c'est quand même un peu compliqué. Mais voilà, j'ai vraiment appris à dessiner que comme ça. Je faisais surtout du portrait américain, enfin vraiment des personnages de haut. Donc, j'évoluais pas tant que ça, en fait, dans le dessin. Je me faisais simplement plaisir. Je n'avais pas forcément de but précis. Et c'est suite à la rencontre avec David Bull, l'association Philactère, que je me suis vraiment mis à la bande dessinée. À l'époque, c'était vraiment une école de dessin pure et simple. Fallait simplement que j'apprenne à dessiner autrement que ce que j'avais l'habitude de faire. Et donc, David Bull, qui m'avait un petit peu coaché, on va dire, m'a dit si tu veux vraiment dessiner des personnages en d'autres positions, créer des décors, travailler la perspective et tout ça, mets-toi à la bande dessinée, tu auras l'obligation de le faire. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Donc, il m'a il m'a invité chez lui. Il m'a dit, voilà, tu as 15-20 minutes pour créer une histoire. Et puis, je vais juste t'aider, entre guillemets, pour le storyboard et te donner quelques clés de la bande dessinée. Et puis après, tu te débrouilleras. Et donc, voilà, de fil en aiguille, les semaines, on se voyait quoi, une semaine ou deux, enfin, une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et puis de fil en aiguille, comme ça, sur les mois qui ont passé, j'avais bouclé une histoire d'11 planches. Alors pareil, j'avais dû apprendre l'ancrage, quelque chose que je ne savais pas faire, ni rien. Et puis, il en avait parlé à toute l'équipe de l'association Philactère. Et il est venu me dire, écoute, on va publier cette BD dans une revue qui s'appelle Nancy. Et voilà, donc du coup, j'étais un peu étonné. Et en fait, c'est comme ça que ça a vraiment débuté. Donc j'ai fait mon premier festival au Livre sur la Plage, justement. Et du coup, ça a démarré comme ça. Après, j'ai un scénariste qui fait aussi partie de l'association Philactère, qui s'appelle Le Corst, qui m'a proposé de dessiner dans un des chapitres. Et puis, du coup, j'ai collaboré avec d'autres dessinateurs, des coloristes. Et donc, ça s'est lancé un peu comme ça. Voilà. Et de fil en aiguille. Voilà. Donc, et de fil en aiguille, donc tu es arrivé jusqu'à dernièrement l'album que Françoise nous a montré, Écho et Cendre. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ça raconte quoi Alors, en fait, c'est plutôt l'histoire d'une rencontre entre une fée et un pirate. Donc, la fée, elle est faite que de cendres. Donc, elle se dilate au gré du vent et de l'eau. Donc, impossible pour elle de survivre autrement qu'à côté d'un foyer fumant et braiseux, on va dire. Et à côté de ça, Echo, un pirate qui fume sa pipe à longueur de temps, va permettre à Cendre de survivre. Et donc ils se rencontrent la veille de leur exécution, parce que forcément c'est des parias, cette société où on met les pirates et les créatures un peu étranges de côté. Et donc du coup ils s'entraident pour s'évader à la base et ils doivent après suivre leur chemin. Et au fil du tome, en fait, on se rend compte que ils vont avoir du mal à se quitter, bon gré mal gré, avec des événements qui vont un peu leur tomber dessus au fur et à mesure. Voilà. C'est un bel album, un peu style comics ou manga. Comment tu définis ? C'est compliqué. Parce que c'est vrai que en fait, cet album est un peu l'histoire de mon apprentissage aussi du dessin. Et au fur et à mesure des pages, du coup, je travaille différentes techniques d'ancrage et de dessin, qui fait que des fois, il peut y avoir un doux mélange entre plusieurs choses. Ouais. D'accord. Alors, je dirais plutôt, oui, ça fait un peu du franco-belge fantastique, on va dire. Oui, en tout cas, c'est très énergique comme histoire, comme dessin. Donc, on vous le conseille, les amis. On va le faire tourner d'ailleurs. Donc, pour continuer rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à traiter, on va passer aux questions récurrentes qu'on pose à tous nos invités. En quelques mots, ta meilleure BD pour te détendre ? Alors, la meilleure BD... c'est la BD d'un ami qui s'appelle Brie. Il a créé une BD qui s'appelle Bande de rats, qui est un peu potache et je vois qu'il y a des gens qui connaissent. C'est des strips humoristiques à triple sens de lecture. Bande de rats. Voilà, c'est vraiment sympa. Pourtant, ça a l'air très simple, mais du coup, c'est très joyeux. Mais
Non, ça c'est vraiment bien. D'accord. Ça me détend beaucoup, ouais. Et la BD pour te cultiver? Alors BD pour me cultiver, alors c'est difficile d'en choisir qu'une, parce que du coup j'ai culture graphique plutôt d'ancrage, et parce que j'aime bien du coup travailler mon dessin à travers la bande dessinée. Donc il y a Jazz Ménard de Roll et Roger, sur les derniers tomes qui a un ancrage quand même assez exceptionnel. Des connaisseurs, je pense. Oh, oui. Il y a toujours quelqu'un qui opine de la tête à droite ou à gauche. Et voilà, donc pour l'ancrage, c'est vraiment très bon. Et sinon, il y a un auteur que je suis particulièrement pour la couleur et surtout son voyage, la transmission du voyage à travers la BD, c'est Emmanuel Lepage. Parce que moi, je trouve que c'est toutes les BD qu'il fait ou toutes les œuvres qu'il fait, ça fait vraiment voyager. Il a eu le travail sur l'aquarelle, et puis il y a toujours une grosse part de réalisme malgré la fiction. Enfin, c'est très très beau, et du coup, voilà, ça m'inspire, quoi. Et en un mot, celle que tu mets, la bande dessinée que tu mets sur la table du salon pour épater les amis quand ils arrivent. Alors, juste la citer. Alors, il y en a une, c'est pas une BD, mais celle qui fait le plus d'effet. Souvent, quand il y a vraiment des amateurs de dessin, je parle de Bernie Wrightson, qui a illustré dans Frankenstein. Il a fait des super planches très très travaillées, et même les néophytes, c'est assez impressionnant, quoi. D'accord. Très 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 belle. Et puis de toute façon, l'histoire de Frankenstein, même si on l'a pas forcément lu, tout le monde la connaît plus ou moins. Oh oui, on la connaît. Un petit peu, oui. On la connaît. Okay. Eh ben, très bien, merci Yves. Donc tu pourras intervenir, tu es un peu le fil rouge de l'émission, donc on va maintenant passer au dossier de l'émission. Au dossier, le vrai dossier, et oui, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le FIBD, ouais, ça il faut le dire. Donc c'est un événement incontournable de tous les passionnés du 9e art, un peu comme le Festival de Cannes pour le cinéma. Pendant 4 jours, généralement fin janvier. Bon, voilà, il y a eu des petits décalages ces dernières années, mais cette année, c'est revenu à fin janvier. Angoulême vit au rythme des cases, des planches, des bulles, des onomatopées. On y croise des auteurs, des éditeurs, des journalistes, des animateurs radio, des chasseurs d'autographes, de bonnes émissions de radio. De très bonnes émissions radio, des lecteurs passionnés ou occasionnels et de simples visiteurs. Une foule bigarrée qui va et vient dans cette ville tout entière tournée vers la BD. Voilà, et ça fait beaucoup de monde quand oui. même dans tout ça. Je ne sais pas, vous connaissez un peu mieux que moi, ceux qui sont allés. Enfin, je ne sais pas qui est allé. Hein? Toi, tu y es allé? Non, pointe encore. Pointe encore. Donc, dans les dernières années, il y avait à peu près 200 000 visiteurs, sauf en 2022, qui a une baisse un petit peu suite au déplacement. C'était bien 2022. 2022, mais on circulait mieux. Oui, c'est vrai que... Il paraît que certains sont venus avec quelque chose dans les valises. Avec un petit cadeau. Un petit cadeau, virus, etc. C'est ça, Manon, je suis revenue avec le petit cadeau. Qui c'est qui est déjà allé autour de la table à Angoulême? Eh ben, voilà. Au siècle dernier, oui. Et en vélo? Non, c'est au mois de janvier. C'est au mois de janvier, alors ça va pas. Mais bon, finalement, je crois plus qu'il y ait des dessinateurs des Trois Maisons qui y aillent encore. Peut-être Diego Aranega continue à y aller, non. Mais l'important pour nous, c'est qu'on arrêtait du côté d'Auxerre pour aller dans une auberge qui s'appelait le Cheval Blanc. Et donc on passait plus de temps au Cheval Blanc qu'au Festival d'Angoulême. Voilà. Oui, il faudra faire peut-être un festival au Cheval Blanc. Non, maintenant, on y est repassé et c'est fermé. Enfin, ça n'existe plus. Mais c'était vraiment un beau lieu du festival pour nous, voilà, sur le chemin. Ah ben oui. Donc moi j'ai eu 2-3 expériences à Angoulême, donc avec les dates habituelles où il y avait la foule, on ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Et puis l'année dernière où c'était un peu plus abordable. Voilà. Et Yves, il y a été, il a même l'épreuve devant lui. Ouais. Je vais même ramener les badges exprès pour l'occasion. Non, effectivement, beaucoup de monde. Et puis même en tant qu'auteur, quand on est derrière la table, on voit des murs de personnes avancées. C'est assez impressionnant. Mais c'est... Et puis on travaille beaucoup. Oui, c'est un lieu assez incontournable quand même pour les dessinateurs, ils le disent. Voilà ce qui t'attend, Françoise, si tu y vas. Ah, j'ai cru que j'allais dessiner. On peut faire des essais.
Alors, pour parler d'Angoulême, on est une petite ville de 42 000 habitants, c'est pas gros, Angoulême, où il y a plusieurs festivals. Il y a un pôle un pôle Magélis, donc c'est un pôle dédié à tout ce qui est bande dessinée, animation, images et tout ça, où il y a des entreprises, il y a des écoles réputées. Enfin, c'est vraiment tourné. Ils forment à pas moins de 30 métiers de la filière image à Angoulême. Donc, il y a quand même des installations importantes. Et quand on arrive en ville... Quand on arrive en ville, on ne voit que ça. Des chapiteaux, le grand, avec les grandes maisons d'édition inabordables. Et puis, moi, le monde des bulles. Voilà, le monde des bulles. Moi, mon préféré, c'est Place de New York, l'espace des BD alternatives. Là, on peut approcher les dessinateurs et puis prendre du temps avec eux. Toute la ville est tournée vers la BD. Les locaux sont utilisés, l'hôtel de ville, la CCI, les théâtres. C'est le Festival d'Avignon. Voilà, c'est vraiment... Il y a les locaux spéciaux avec le musée de la BD, avec l'espace Franquin, voilà, les bâtiments dédiés à la BD, et puis les autres qui ne sont pas dédiés à la BD et qui se transforment en BD. Et on le disait tout à l'heure, les habitants aussi qui hébergent les festivaliers, qui des fois quittent leur maison pour héberger ou alors restent là et accueillent les festivaliers. Ça, donc, c'est convivial, quoi. C'est une grande ambiance, oui. Convivial, je ne sais pas. Voilà, je mettrais un bémol. C'est convivial quand on se retrouve là, quand on se retrouve chez l'habitant, mais sinon, après, ça fait vraiment un gros brassage de monde. Oui, et puis il y a des coins qui sont bien dédiés. Par exemple, il y a l'espace manga qui est de plus en plus développé. D'ailleurs, cette année, le 50e festival a mis vraiment le focus sur l'espace manga. Et chose un peu nouvelle aussi, ils ont développé l'espace jeunesse, qu'il était beaucoup moins. Donc, il y a tout un espace jeunesse cette année qui n'existait pas ou moins développé les années précédentes. D'accord. Oui, c'est vrai que ça va. Mais bon, il faut dire que les mangas, c'est quand même... On est le deuxième pays au monde à consommer des mangas. Ah oui, oui. C'est pas pour rien qu'il y a une exposition justement sur ça, parce qu'il n'y a pas que des rencontres, il y a aussi des expositions. Alors, il y a des expositions, il y a des rencontres, il y a des masterclass, il y a même un concert dessiné. Enfin, il y a plein de choses, il y en a un peu pour tout le monde. Quoi. Et justement, dans les expos et dans les masterclass, il y a quand même 3 mangakas, ce qui est assez dont un, la première venue en France, en Europe même. Ah d'accord. Pour le choc des titans. Son nom, c'est comment ? Alors, je ne dirais pas, c'est le choc des titans. C'est le choc des titans. D'accord. Mais c'est le créateur du choc des titans. Mais non, les noms de mangaka. Oui, c'est un peu compliqué. À part certains, vraiment, comme Osamu. Kijo Ito, c'est bon. D'ailleurs, il sera expo et masterclass. C'est ça, pour ceux qui aiment bien l'horreur. Il y aura quoi d'autre ? Alors, il y aura la grande expo sur Druyet. Ça, c'est un événement exceptionnel. Ça s'appelle Les 6 voyages de Philippe Druyet. Donc, c'est une expo qui parcourt tout son univers. C'est un artiste hors norme. Bien sûr, on va retrouver une expo sur Julie Doucet, étant donné qu'elle a été Grand Prix l'année dernière. Donc, systématiquement, ils ont une exposition l'année d'après. Pour rappel, Julie Doucet, elle avait arrêté la BD il y a pas mal d'années. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, l'exposition L'attaque des titans, pour les spécialistes de manga. Alors, il y a aussi Marguerite Aboué. Ah, il y a aussi Marguerite Aboué, pour voir plein de couleurs, quoi. C'est plutôt coloré. Marguerite Aboué, c'est celle qui a écrit Aya, de Yu Pougon. Voilà. Et puis, il y a aussi Junji Ito, dont on parlait tout à l'heure, le maître de l'horreur. Du coup... Alors, il y a aussi une petite place... Angoulême développe de plus en plus le numérique avec une chaîne Twitch, avec un compte TikTok. Donc, si vous n'allez pas à Angoulême, vous pouvez quand même suivre des événements sur le net. Ça peut être... Il y a des podcasts, il y a des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Si, on peut aller sur Twitch. Sur Twitch. Sur Twitch. On vous montrera comment y aller. Alors, sinon, donc il y a des rencontres et il y a des grands prix. Voilà. Alors, il y a des récompenses, beaucoup de récompenses. Oui. On récompense beaucoup au festival. Des fois, on en invente même. Des fois, on en invente des récompenses ? Oui, tous les 10 ou 20 ans ou 30 ans, il y a eu des
des rencontres. Alors, il y a eu le Grand Prix, hein, forcément, ça c'est un peu la récompense de celui qui est le meilleur auteur de l'année, le Grand Prix. Mais il y en a plein d'autres de récompenses. L'ensemble de la carrière. L'ensemble de la carrière, oui, pardon. Parce que c'est le Fauve. Et le Fauve d'Or qui est le meilleur album de l'année. Voilà. Et le Grand Prix, c'est la carrière d'une personne. Et par ses pairs, normalement. Alors, qui est élu par ses pairs. Par ses pairs. Et cette année, il y a 3 déjà. Alors, on n'a pas encore le nom. Si. Du Grand Prix du Grand Prix, on le saura en Angoulême. Bah oui, voilà. C'est la sélection finale. Il y a 3 nominés, c'est... Alors, il y a 2 femmes et un homme. C'est sorti ce matin. C'est la classe, non, François 2 femmes et un homme. Ah bah, moi, j'ai rien dit. Donc, on retrouve Catherine Meurice, qui est là pour la 3e fois. Donc, il y a Alison Bechdel, dont on a parlé pour Le secret de la force surhumaine. Oui. Et le dernier, je laisse la parole à mes petits camarades. Rayad Satouf. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah oui. J'ai lu le post de Francine avant de venir. Alors, pour faire ces récompenses, il y a forcément des jurys. Ah oui. Et nous avons autour de la table quelqu'un qui a participé à un jury. Oui, merci. Quelle expérience. Alors, je dis merci au Covid parce qu'il faut savoir qu'effectivement, j'ai participé au jury du Public France Télévisions en 2021, l'année où le festival n'a pas eu lieu. Et que cette année-là, parce que d'habitude, le jury est composé de 9 membres, le jury du public, donc 9 BD-Philes recrutés uniquement en Nouvelle-Aquitaine. Et pour cette année-là, en 2021, comme tout se faisait en distanciel, ils ont décidé d'ouvrir ça à la France entière avec un représentant par région. Et donc, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour la région Grand Est. Donc, j'ai participé effectivement au jury. Ce qui nous a permis d'élire Anaïs Nin de Léonie Bischoff, Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, j'ai posé ma candidature début décembre. Fin décembre, j'ai eu le résultat comme quoi j'étais bien retenue. J'ai reçu les 8 livres, parce qu'on reçoit 8 BD qui sont choisis par des professionnels dans toute la sélection officielle d'Angoulême. Donc, j'ai reçu mes 8 BD, comme mes petits camarades du jury. Chacun dans notre coin, on a bien lu tout ça. Et puis, on s'est retrouvés, donc, non pas en présentiel, ils ont de la chance en présentiel, puisqu'ils sont autour d'un bon repas en Angoulême et tout, le jour même, pour décerner le prix le soir. Nous, on était chacun chez nous, derrière notre écran, et on a fait ça, donc... quand même sous la présidence de Michel Field. Et donc, on a débattu pendant environ 3 heures, repas, pas repas, mais débat. Ça c'est lapsus révélateur. Débat passionnant, passionné aussi. Et puis, on avait lu cette année-là Léonie Bischoff sur la mer des mensonges. Voilà. Et c'était une belle expérience. Et c'est pour ça que je dis merci au Covid, parce qu'il n'y aurait pas eu le Covid, je n'aurais pas pu participer. C'est de nouveau uniquement la région. Il va falloir déménager. Non, reste avec nous. Donc, de nouveau, les 8 livres qui sont en lice cette année pour le jury du public, c'est Roxane dans ses culottes. Ah. Quelqu'un en a acheté, donc il y a aussi La cendre et l'écume, La couleur des choses de Martin Panchaud, La dernière reine, Okéhé, Il brûle, Mérel, Naphtaline, voilà. Ça, ce sont les albums qui concourent pour le Fauve d'Or, ça ? Non, c'est pour le prix public. Ils sont aussi pour le Fauve d'Or, puisque les albums-là sont choisis parmi les albums, justement, de la sélection officielle. Mais ils concourent aussi pour le prix du public. Il faut savoir qu'il y a la sélection officielle qui est de 85 albums. Oui. Et puis de là, il y a des sélections pour différents... Officiels, ça doit faire 45-50 à peu près. Il y en avait 85 au départ. Et puis après, mais après ils font partie vraiment... Voilà. Parce qu'après, il y a jeunesse, etc. Oui. Je parle vraiment officielle, voilà. Très bien. Ok. Eh bien, merci Francine. Quelle belle expérience quand même qu'on rêve tous d'avoir. Oui. Non, c'était beaucoup écharpé. Mais vous êtes beaucoup écharpé ? Non, pas du tout. C'est facilement mis. Bon, de toute façon, on défendait chacun 2-3. On avait 2-3 albums coup de cœur. Puis après, il y avait un consensus sur celui-là. Et puis voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, on va se faire une petite pause. On va faire une petite pause. Alors, avec une chanson que Yves, tu as choisie. Pourquoi tu as choisi celle-ci ? C'est une chanson que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est pareil, elle m'évoque l'amour, le bien-être.
Ah bah c'est Le tout à fait nous, partage à ça. deux, donc c'est Ah, très, c'est- très, ça très c'est bien. nous. C'est Voilà. tout à fait l'ambiance ici. Et ben alors on va passer cette petite pause. Le son des bulles sur RCN. Ah, on était bien là dans cette pause musicale, merci. Ah ouais, C'était c'était détendu agréable. quand même. Hein. Ah oui, oui, c'était bien. C'était détendu. Alors on va continuer sur le festival d'Angoulême. On a choisi de vous présenter des albums qui ont un rapport avec Angoulême. Alors, sauf Charles. Oui, parce que... Donc Non. Charles. Non, mais je suis toujours dans une autre logique, moi, de vous raconter la bande dessinée et les grands influenceurs de la bande dessinée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Don Martin. Don Martin n'est pas très connu en France. Il y a eu très peu de publications de ses bouquins. J'en ai retrouvé des vieux de derrière les fagots. En fait, pourquoi Don Martin ? Alors, c'est un dessinateur de BD américain qui était né en 1931 à Peterson, je ne sais pas où c'est Peterson, mais c'est quelque part dans les USA, Ouais. et qui est mort en 2000 à Miami. Ça, Miami, je vois où c'est. Il a fait des études d'art en Pennsylvania Academia. Il est sorti lauréat en 1952 et il a travaillé pour un journal satirique qui s'appelle Mad. Je vous en donnerai 2 mots quand même. Bon. Alors, ce qui développe Don Martin, c'est l'absurde, mais vraiment un humour absurde, mais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, je vais donner quelques exemples. Et toute une série de BD, par exemple, qui se passe sur une île déserte. Alors, il y a 6 cases, et c'est très simple. Il y a une petite île, un naufragé, un palmier. Et à partir de là, il va dégager plein de BD, toutes plus délirantes les unes que les autres. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans ces BD-là ? Il y a le naufragé qui va mettre un panneau sur le palmier « Sauvez-moi ». Bon, de chance, un bateau arrive, et qu'est-ce qui sauve ? Le palmier. Ouais, c'est Voilà. Voilà. Alors, c'est tout de ce tonneau-là. Toujours sur son île déserte, il a une caisse de fusée. Oh, un avion arrive, il tire, il descend l'avion. C'est sûr que ça va toujours être inattendu, mais vraiment à partir d'une situation simple. Et une qui m'a toujours fait mourir de rire, un de ces grands classiques, c'est sur la Lune. Alors, il se passe des tas de choses sur la Lune. Et là, il y a les explorateurs qui recueillent des cailloux sur la Lune. Bon. Alors, ils sont en jeep, ils arrivent devant un cratère, ils descendent dans le cratère, ils recueillent leurs rochers, ils remontent, on leur a volé les pneus. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est Don Martin. Alors, évidemment, il était très, très, très populaire aux États-Unis, mais comme je dis, il y a eu peu de publications ici. Donc, si vous allez dans les comment ça s'appelle, les brocantes, si vous retrouvez des tirages qui ont été faits dans les années 80, même s'ils sont en mauvais état, jetez-vous dessus. Il y a aussi on peut avoir quelques planches aussi sur l'internet. Enfin les jeunes connaissent ça. Je ne vais pas vous expliquer comment faire, mais on peut y aller. Et il y a eu une adaptation française du magazine Mad. Je pense en 82. Mais le plus beau, c'est que ce Don Martin là a failli être publié dans le journal Pif. Pourquoi ? C'était que Pif, c'était quand même le journal qui avait le plus gros tirage. Il dépassait chaque semaine plus de 500 000 exemplaires. Vous voyez ce que c'est ? Quand il y a eu le haricot sauteur, 800 000 exemplaires de vendus. Non, mais c'était vraiment bon. Donc, ils avaient des moyens. Et il y avait qu'eux en France qui pouvaient se payer Don Martin, parce que le dessinateur est cher, très cher. Une planche de Don Martin aux alentours de 40 000 €. J'en ai plein chez moi. On va venir se servir. Alors, mais les négociations ont été sur le point d'aboutir, mais le rédac-chef de Pif a fait un burn-out, c'est ça, oui. Donc, ça a été repris par un autre qui n'a pas suivi le projet. Mais ça a été presque, c'est dommage, quoi, que ça n'a pas pu se faire. Vraiment, c'est un gros regret. Alors, quelques mots quand même sur le magazine Mad, qui a un magazine satirique qui a été publié en 1952. Les premiers numéros n'ont pas très bien marché, mais rapidement, il a acquis une grosse influence. Et jusqu'en 2019, où là, il y a une chute des ventes, et maintenant, on peut le trouver, mais que sur abonnement. C'est une édition américaine. Mais c'était vraiment là le développement du comique absurde. Alors, je vous ai parlé de Don Martin, mais là, c'était toutes des parodies. C'était des parodies de science-fiction, de policiers, etc. Et de nombreux journaux se sont engouffrés dans cette brèche-là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu Panic, Crazy Movie, mais surtout en France, Fluide Glacial.
parce que qui a jamais toujours revendiqué son appartenance à cette veine-là. Le premier rédac-chef de Fluide Glacial, Marcel Gottlieb, avait créé dans Pilote les Dingos Dossiers, qui était vraiment de cette veine-là, les trucs de Neumann. Et je vous ai parlé, si vous vous en souvenez, la semaine dernière, enfin, dans l'émission précédente, j'ai parlé des scénaristes de Goscinny qui avaient fait ses débuts à MAD et qui est venu et qui a fortement influencé la BD française. Voilà. Donc, voilà, donc c'était un influenceur, c'est Don Martin, et toute cette veine des dessinateurs de MAD pour la BD française qui reste actuellement. Voilà. Alors, j'en ai terminé pour ça. Alors, quand même, maintenant, avant, un petit coup de chapeau pour notre Claude Dubois, qui était le dessinateur de Vendeuvre, de Sylvain et Sylvette. Ah oui. On le connaît parce que il était dans tous les salons et il donnait volontiers des conseils aux jeunes débutants et tout. Claude, il a toujours habité Vendeuvre et il a toujours travaillé pour les éditions Fleurus. Et donc il était un des dessinateurs de Sylvain et Sylvette, une série qui avait été dessinée au début par Cuvelier pour un journal pour les tout petits, Perlimpinpin. Et donc, quand il a arrêté ça, ils se sont partagés le travail avec 2 dessinateurs, Jean-Marie Pêche et notre Claude Dubois. Voilà. Alors, Claude, où que tu sois, un grand salut. Merci pour ta gentillesse et puis tout ce que tu nous as apporté. Voilà. Merci Charles, merci pour tout. Une rubrique complète, merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer à une rubrique avec Francine sur la couleur des choses de Martin Panchaud. Oui, alors La couleur des choses, ça c'est une BD pour Françoise. Elle qui aime bien les belles planches. Voilà. Alors, j'explique un petit peu La couleur des choses. Déjà, c'est le premier album d'un Suisse, Martin Panchaud. Et on en parle déjà un petit peu partout. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais elle fait beaucoup parler d'elle. Alors, l'histoire, pour commencer, pas simple, la vie de Simon Hope, un ado anglais de 14 ans, un peu rondouillard, dans une famille dysfonctionnelle, entre une mère qui le couve, un père qui le dénigre, et les petites terreurs du quartier qui le harcèlent et l'embarquent dans leurs plans foireux. Suivant les prévisions d'une voyante qui lui révèle quels vont être les gagnants de la prestigieuse course de chevaux du Royal Ascot, il mise toutes ses économies, non pas les siennes, mais celles de son père, sur cette course, et bingo, il va empocher 16 millions de livres. Oui, mais car il y a un mais, et il est de taille, pour toucher le pactole, il faut être majeur, ou du moins avoir l'aval de ses parents. Or, quand Simon rentre chez lui, il découvre que sa mère, suite à une violente agression, est dans le coma, et que son père a disparu. Et nous voilà partis dans un road trip inénarrable, mêlant action, humour, émotion, un thriller à la sauce Tarantino et les frères Cohen, une histoire loufoque et rocambolesque avec en toile de fond une chronique sociale quand même, où on aborde les thèmes de l'adolescence à tous les niveaux, familial, amoureux, sexuel, le passage à l'âge adulte, une réflexion sur l'argent, etc. Mais alors, c'est pas tellement au niveau... l'histoire, elle est fantastique, je veux dire, elle nous tient jusqu'au bout. Mais alors, c'est surtout au niveau de la forme que ce livre est un véritable ovni. Et quand je parle d'ovni, pour moi, c'est un objet visuellement novateur, identifié. Parce que ce qu'on va trouver à l'intérieur, nos personnages, c'est des petits ronds. Alors moi, je pourrais faire du dessin. Et donc, les personnages, ce sont toujours des petits ronds. Faut essayer. Donc, nos personnages sont représentés par des petits ronds. Les décors, les décors, c'est vu d'en haut. Ce sont des plans. D'accord. D'ailleurs, quand on prend les personnages, on va retrouver sur la couverture tous nos personnages, les personnages principaux. Alors, ici, on va retrouver Simon, justement, le gros. Et puis, vont converger vers lui les petites frappes du quartier.
même était un grand dyslexique. Donc, les mots, tout ça, il ne pouvait pas s'exprimer avec les mots. Il s'est rendu compte, par hasard, il a quand même une formation de graphiste. Il s'est rendu compte en étant par hasard dans une école, justement, qui était la seule école pour la BD suisse, qu'il a été en contact avec d'autres et qu'il pouvait peut-être, par la voix, justement, de la BD, arriver à exprimer quelque chose. Et donc, pour lui, l'important, c'est pas les mots forcément, mais c'est de susciter l'imagination chez le lecteur. Lui, il a une imagination débordante, donc c'est vraiment de susciter l'imaginaire du lecteur. Et pour ça, il a décidé de créer un pacte avec le lecteur. Alors, écoutons-le parler de ce pacte. Justement, en parlant de votre rapport avec le lecteur, vous avez déclaré dans une interview vouloir créer un nouveau pacte avec le lecteur. Alors, ce pacte, c'est quoi exactement ? Par rapport à la bande dessinée, c'est faire ce pas en arrière qui dit que désormais le corps du personnage devrait être interprété par le lecteur. Et ce pas en arrière, ça contraint finalement le lecteur de mettre plus de le faire travailler plus, soyons clairs. Et de ce fait-là, qui s'investissent plus dans l'interprétation de ces images, et donc qu'elles deviennent un peu plus personnelles. Où je crois qu'en fait, que le lecteur Il faut vraiment entrer dedans, il faut le lire. Alors, il fait partie Il fait partie de la sélection officielle. Il fait partie même des 8 pour le prix du jury. Et savoir aussi qu'il vient d'obtenir le Grand Prix de la CBD 2023. Voilà, mais des autres, il en raflera d'autres. Oui. Alors, vous pensez que, Francine ? Je pense qu'il en raflera d'autres. Et puis peut-être celui-là aussi. Je ne sais pas. S'il y avait encore celui de l'audace, parce que je crois que malheureusement à Angoulême ils ont retiré le prix de l'audace. S'il y avait eu le prix de l'audace à Angoulême, sûr il l'emportait. Et c'est vraiment un album à découvrir. Merci beaucoup Francine, et ça donne envie parce que moi de prime abord j'aurais pas pris, mais mais franchement c'est. Là c'est vrai que c'est fantastique. On ira peut-être. On ira peut-être voir par là. C'est vrai qu'à Angoulême aussi, donc il y a des livres, il y a aussi des polémiques. Il y a des polémiques à Angoulême. Il y a des polémiques. En 2016, il y a eu une très très grosse polémique sur l'absence de femmes dessinatrices, enfin auteurs, dans la sélection. Il faut savoir quand même que à Angoulême, sur 50 éditions, il y a eu 3 grands prix féminins. Et encore. Donc le premier en 2000 avec Florence Testac. Attention, hein. Le deuxième avec Rumiko Takahashi, une mangaka très réputée. Elle a écrit, c'est pour ça. Oui, je l'ai écrit, bien sûr. Et quand même, c'est quelqu'un qui avait eu des prix, mais au Japon, des prix internationaux, elle avait été récompensée. Enfin, c'était quelqu'un vraiment de très, très reconnu. Et il a fallu attendre 2019 pour avoir un grand prix. Et puis alors en 2022, qu'est-ce qui nous arrive là ? Nous voilà avec 3 femmes finalistes. Alors là, je suis plus tout à fait d'accord. Autant je milite pour l'égalité, mais là, 3. Mais pourquoi 3 ? Alors, c'est sûr qu'on allait avoir une femme. On ne pouvait pas en mettre 4 parce qu'il n'y avait que 3 places. Eh ben oui, non. Voilà. Donc, il y a encore eu une femme. Donc, c'était l'année dernière, Julie Doucet. Forcément, on avait une femme. Mais bon, voilà, ce serait quand même bien d'être un peu plus équitable. Mais il faut savoir que s'il n'y avait pas de femmes, c'est parce que au début du festival d'Angoulême, c'était un peu en entre-soi, entre les auteurs, les éditeurs, le franco-belge. Ils avaient même du mal à intégrer des étrangers. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de mouvements en 50 années. Ils vont encore s'améliorer. Et donc j'imagine que je n'ai pas le droit de dire que c'est le reflet du travail des hommes, reflet du travail des femmes. Non, tu as le droit de parler d'autre chose si tu veux. Toi, tu vas peut-être nous parler du prix Artémésia ? Ah oui, allez, oui. dis-nous Alors, 2 mots. Le prix Artémésia qui a été décerné hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est justement un prix anti-Angoulême. Il y a 15 ans, donc Chantal Montelier, qui
qui prône pour la cause des femmes, et Jeanne c'est Scholl ou Joll, je sais plus. C'est Puchol. Ont créé un prix Artémésia, donc hors Festival d'Angoulême, qui visait à récompenser une bande dessinée faite par une femme. À promouvoir la BD, le travail des femmes en BD. C'est tout à fait ça. Et donc ce prix il n'est pas décerné, il est décerné un peu plus tard, mais l'annonce de ce prix est faite le 9 janvier, parce que le 9 janvier, c'est la date anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir. Donc ils ont pris ce totem-là pour le prix-là. Donc c'était le petit mot où je revendique systématiquement dans cette émission la place des femmes. Pardon. Et donc cette année... Mais tu... T'ailles plus vite, Jean-Jacques, s'il te plaît. Cette année, le prix a été décerné à une bande dessinée dont on a déjà parlé ici, ou dont vous avez déjà parlé ici, c'est Perpendiculaire du Soleil. Ah, super. Voilà, donc c'est un ouvrage de très grande qualité. Oui. Je crois qu'il est très surprenant également. Par contre, je ne me rappelle plus, souffle-moi le nom de l'auteur, je ne me rappelle plus. Ah ben c'est Valentine Cuny. Voilà, c'est ça, voilà. Elle a également obtenu le prix RTL, des France Inter RTL. C'est pareil, elle va rafler les prix. Elle va rafler des prix. Ouais. Alors, est-ce que je prends 15 secondes, Olivier, simplement. Top chrono. Je m'interroge sur les prix qui sont décernés avant Angoulême. Je ne sais pas si ça peut pas leur porter tort pour le Fauve d'Or. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Celui-là, si jamais il y a un peu égalité entre deux ouvrages, ils peuvent tendance à dire celui-là il a déjà été récompensé, donc on choisit plutôt l'autre. C'est une question que je pose. Eh ben oui, c'est à voir. On verra bien. Je ne sais pas, parce que quand on a eu ces Podum. Oui. Quand on a eu Podum du regretté Hubert, il a raflé, je crois qu'il a raflé plus de 10 prix. Donc, oui, d'accord. Oui. Non, je ne pense pas que ça entre vraiment en ligne de compte. À voir. Merci pour ta petite intervention, Jean-Jacques. Et des polémiques, il y en a eu beaucoup quand même. Hein. Oui. C'est pas la seule. Il y en a une cette année, je crois, non ? Une polémique. Ah oui, alors c'est Françoise qui va nous en parler de la polémique de 2023. Alors j'ai pas fait exprès de découvrir cette polémique parce que le thème du jour c'était festival donc international de la BD d'Angoulême. Moi comme j'ai déjà dit ici, je suis assez néophyte, donc j'ai cherché les informations, j'ai pas la culture de mes comparses. Alors j'ai découvert que les prix sont baptisés Fauve. Baru qu'on a rencontré la semaine dernière nous disait avoir reçu celui pour son œuvre, donc bravo. Enfin ça fait plaisir. Depuis 2015, il y a le prix de la liberté d'expression qui a été fait en hommage aux dessinateurs de Charlie, dont les dessinateurs, c'est l'anniversaire de leur décès cette semaine, enfin un petit peu dans les environnements. Donc j'étais dans un monde engagé autour de la BD, de sa grandeur, de sa défense, c'était parfait pour moi. Moi je trouvais que c'était beau, quoi. Un beau festival comme on imagine. Mais en parallèle, à force de fouiner, je découvre que cette année, une exposition a été retirée à la demande d'associations et suite à des menaces physiques sur l'auteur, parce qu'elle prônerait, je mets parce que j'ai pas lu la BD, et voilà, elle prônerait la pédocriminalité. Alors j'ai cherché toute la matinée, alors j'ai bossé comme une dératée, ce qui m'arrive rarement, mais bon, c'était aujourd'hui. Et je vous fais un bref résumé des informations que j'ai pu récolter, et que des informations, parce que je crois que c'est un moment important dans le festival d'Angoulême. Donc l'information numéro 1, donc l'auteur concerné qui était prévu pour l'exposition, c'est Bastien Vives, réputé un sale gosse de la BD mais brillant en même temps, et qui a réalisé 3 bandes dessinées entre 2011 et 2018, mais mettant en scène des enfants dans des contextes d'inceste ou de pédophilie. Il n'y a pas eu plus de ration que ça à l'époque. L'information numéro 2, ça c'est une information professionnelle. Alors, psychologiquement, on n'est pas responsable de ces fantasmes, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Ça change grandement les choses. Le fantasme, si vous rêvez de tuer votre voisine, c'est pas pour ça que vous allez le faire. Voilà, c'est bien ce qu'on fait de nos fantasmes. Non, mais ça change un peu les choses. Et information numéro 3, c'est assez linéaire. En 2021, le code pénal, donc pas civil ni rien, a fait une loi qui interdit la représentation des mineurs lorsque celle-ci présente un caractère pornographique. Donc, on est en plein dedans, mais rétrospectivement. Donc, là-dedans, il y a tous les ingrédients pour faire un débat et une polémique, c'est-à-dire les enfants, le sexe, le dessin, la loi, l'œuvre, l'imagination, la liberté d'expression et tout ça. Et c'est une véritable tempête dans le Landerneau que cette polémique, qui a été baptisée par Le Monde, parce que Le Monde s'est même impliqué là-dedans, une polémique qu'il a dite désolante et délicate. Alors surtout, moi j'y prendrai
pas partie. C'est absolument pas mon propos. J'ai travaillé 30 ans avec les enfants, je connais les dégâts de la pédophilie et de l'inceste, donc en aucun cas, je défendrai ni la bande dessinée ni rien, c'est pas ça du tout le propos. Voilà, c'est criminalisé, et ben c'est comme ça, moi j'acte, et puis ça suffit. Je vais pas plus loin. Mais à ce jour, alors une des BD qui s'appelle Petit Paul, donc je la cite, elle est indisponible à la commande. On ne la trouve plus dans les médiathèques, on ne la trouve plus dans les librairies. Les prix flambent sur Le Bon Coin ou ailleurs. C'est assez surréaliste. Donc, est-ce qu'il y a une censure ? J'ai appelé ce matin la parenthèse qui me disait qu'il n'avait plus Petit Paul. Alors, elle a pas pu. J'ai pas eu Mirko, mais elle m'a pas dit ce qu'il en était. Est-ce qu'il y a censure, précaution, consigne ou jugement ? Moi, je pense que c'est à suivre. Mais là, c'est un grand moment. Francine me disait tout à l'heure, pendant qu'on préparait l'émission sur les réseaux sociaux, ça flambe dans tous les coins. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de suivre effectivement cette tempête, ce qui se passe, et c'est la première fois, je crois, je parle sous contrôle comme d'habitude, qu'il y a une exposition qui a été déprogrammée suite à des menaces ou suite à des événements dans la... Il n'y avait pas de jugement qui a été programmé, il n'a pas été condamné. Alors, j'ai pas d'avis à exprimer ici, j'ai pas de réponse à d'éventuelles questions sur la pertinence de l'exposition, censure ou polémique. C'est juste une info, donc dans un moment spécifique du festival. Mais pour revenir sur le fil rouge de cette émission, Le Son des Bulles, émission 100% consacrée à la BD, cet épisode me fait penser que l'encre et le crayon ne sont plus anodins, que les BD n'est pas qu'un loisir, un plaisir ou un amour, mais il peut être aussi vecteur de communication et de polémique, du coup, et que cette polémique qui la berce à ce jour, qu'heureusement, me semble lui donner ses lettres de noblesse à cette bande dessinée, parce qu'elle amène à réfléchir, à penser, à se battre ou à se défendre. Donc vraiment, je dis à suivre. Mais pour conclure, je vais quand même me permettre de vous donner mon avis. N'oublions quand même pas que la seule chose que nous ayons à craindre, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et vive la BD. Partout Tatis. Merci beaucoup Françoise. C'est une très bonne rubrique de fin. Alors, on va passer directement à l'actualité de Mirko, qu'on a été voir parce qu'il se passe des choses ces prochains jours. Eh bien, bonjour Mirko, ravi de te retrouver à la parenthèse. On commence bien l'année à la parenthèse cette année, puisqu'il y a 2 journées particulières, une sur l'Irlande, une autre pour fêter les 100 ans des éditions Dupuis. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette nouvelle formule ? Ouais. On reçoit le 14 janvier une romancière, Yann Carson, qui est nord-irlandaise, et pas que irlandaise, nord-irlandaise, qui est en France dans le cadre d'une résidence d'artistes liée au programme Ariel de l'Université de Lorraine. Donc elle a des interventions et ils nous ont contactés assez vite, ils ont contacté Vincent Bailly et puis aussi la parenthèse pour essayer d'organiser quelque chose, puisque Chris et Vincent Bailly sont déjà à leur 2e livre sur l'Irlande du Nord. Le premier était Coupure irlandaise, le second est Partition irlandaise, c'est la première partie. La 2e partie, Vincent, il travaille dessus, là. Donc voilà, on va avoir une belle journée. Donc d'abord on discute, 14-15, et après on signe les livres. Et puis aussi, pour nous, ça va être la première fois où nos copains de l'autre rive vont venir, puisque nous, on est libraire de bande dessinée, l'autre rive de littérature, donc ils viendront vendre les livres de Yann Carson, et aussi une sélection de littérature, cette fois-ci irlandaise. Donc voilà, ça devrait être une belle journée. Et puis le 21, là par contre, c'est plus dans notre partie, puisqu'on va fêter les 100 ans de la maison d'édition Dupuis. Là, ça va être une très grosse journée, puisqu'aux 2 conférences, l'une à 18 et l'une à 20, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. On va recevoir les auteurs des Amis de Spirou et on préparera des surprises, on fera un concours de dessin autour justement de cette nouvelle série Les Amis de Spirou. On va aussi parler de Jean Doisy, qui était un auteur, grand résistant belge. Donc voilà, va y avoir ça c'est un premier temps fort. Et deuxième temps fort, on a Christelle Pisani-Verneau, qui est l'historienne officielle des éditions Dupuis, qui viendra de nous parler des éditions Dupuis, de leur importance, parce que c'est une maison d'édition très importante pour la bande dessinée franco-belge, passée et aussi à venir.
On aura des gens des éditions Dupuis qui vont être là, Michel Chabotier, le directeur commercial, on va avoir plein de gens. Puis qui dit anniversaire, je pense qu'on va manger un morceau aussi, tant qu'à faire, puis on va boire aussi parce que... Oui, parce que là, donc ça commence à 15h, et donc ça s'achève à 22h, on va travailler tard. Grosse journée, mais voilà... Pour que justement tout le monde puisse parler, que tout le monde puisse signer des livres. On fait une fermeture exceptionnelle tard. Oui, et je crois qu'il y aura aussi la présence de Jean-David Morvan. Oui, Jean-David Morvan sera là, le dessinateur aussi. Évrard, et le coloriste aussi. Également, donc là, on a vraiment pour les amis de Spirou. Tout le monde sera là. Je vous attends avec impatience. Nous viendrons bien sûr. Et puis merci beaucoup. Et puis on viendra déjà à ces 2 rencontres. Et puis on est impatient de connaître les suivantes. Avec plaisir. Merci Mirko. Merci. Le son des bulles sur RCN. Bien. Donc on ira tous. C'est au rendez-vous de la parenthèse. Ça va être très, très intéressant. Et il y aura à manger et à boire. On n'a pas mal discuté pendant la pause. Justement, puisqu'on parle de Jean-David Morvan, que Jean-David Morvan est le prix Goscinny et qui sera à Angoulême avec une grande expo. Alors, sur les résistants. Quand même, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. On arrive au terme de l'émission. On va bientôt conclure. On est content de se retrouver tous ici autour de cette table. Oui, ça fait plaisir. On vous donne rendez-vous sur notre page Facebook. Ah oui, sur la page Facebook. Voilà. Le son des bulles. Le son des bulles. Tout simplement. Ah oui, merci Olivier, parce que tu fais bien les choses. On fait ça ensemble. Sur le site RCN où vous aurez les podcasts dès demain, je pense. Et puis, on vous donne rendez-vous dans un mois. Dans un mois, pour une émission spéciale avec un invité d'honneur. On vous en dira un peu plus sur la page Facebook. Voilà, merci. Et bien, l'invité d'honneur, c'est... Ah non, on ne peut pas le dire. Qui a donné le micro à ce monsieur? On va donner le micro, Jean-Jacques. Merci à tous. Merci beaucoup, les amis. À bientôt. Merci Mathis. Merci Damien. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org